Évidemment, et parce que nous avons vécu ça la semaine dernière, et la semaine d'avant, et la semaine d'avant, évidemment, cette déclaration de Donald Trump en expliquant qu'il y a des négociations en cours et en quelque sorte que d'ici 5 jours, d'ici la fin de la semaine, cela ne serait pas impossible que le conflit soit réglé et que la guerre en Iran soit terminée, mais que surtout le détroit d'Ormuz revienne vers sa normalité. Euh, Évidemment, le moment où il en parle, les effets sur le marché, le fait qu'il a fait la même chose la semaine dernière et la semaine d'avant, comme je vous le disais, rend tout cela suspect. Avant de regarder le marché, et comme je vous l'ai dit, c'est non seulement le début d'une semaine boursière, mais d'une semaine critique parce que on est à la fin du mois. C'est peut-être aussi pour ça qu'il est allé autant en ligne, parce que c'est vraiment une semaine critique pour l'économie américaine. Donc son bilan économique, qui est celui qui lui permettra de faire campagne ou pas pour les élections de novembre prochain. Il y avait aussi un point qui est extrêmement important aujourd'hui. C'est que ce matin, on va aller sur le compte de AAA. On était à la barre psychologique en moyenne de 3 dollars, 3,95 pour le prix de l'essence. Vous le voyez, vous avez cette carte. Les États qui sont le moins chers, c'est lorsque ça commence à 3,5. Et vous voyez que dans certains États, l'essence la moins chère, le litre en moyenne, s'approche désormais des 6 dollars. Et pourquoi ce chiffre-là est extrêmement important? Parce que aujourd'hui, on s'attendait que le seuil psychologique du 4 dollars soit passé. Du 4 dollars soit passé. Et donc, il fallait agir immédiatement sur les marchés. Et du coup, pas que les marchés, on a vu, c'était détaillé dans l'article New York Times, sur le prix du baril pour éviter que l'on arrive à ce seuil psychologique. Donald Trump a fait campagne sur l'essence à 2 dollars. À 2 dollars. Là, on arrivait à 4. Ça voulait dire commencer la semaine, serait été la une de partout parce que symboliquement, il n'y a pas trop de différence dans la réalité, mais symboliquement, c'était un chiffre énorme de se dire, voilà, on a fait le double. Et donc voilà, regardez, on va regarder par exemple l'évolution pour que vous compreniez bien vers où est la tendance aux États-Unis. Vous avez, il y a un mois, la moyenne était à 2,93. Pris 1 dollar. Et elle a pris 1 dollar. Et ça, déjà, maintenant, un mois, c'est le début du conflit. Donc, il y avait eu une augmentation. Ouais. Mais encore une fois, Donald Trump avait débuté sa campagne, a fait toute sa campagne et avait commencé à utiliser ça en argument dans ses quelques derniers meetings ces dernières semaines pour justement préparer l'élection des midterms. Il en avait même parlé au moment du State of the Union. Son point important, c'est de dire l'essence 2 dollars. C'est le seuil psychologique. Et donc, son action aujourd'hui, comprenez ça, même si Donald Trump dit la vérité, et si Donald Trump dit la vérité en disant, ben voilà, c'est juste un effet du fait qu'il dit la vérité, mais son incitation à ne pas dire la vérité, au-delà des questions militaires qu'on va venir explorer, c'est que sans ça, on aurait passé la barre psychologique aujourd'hui, on aurait débuté cette dernière semaine cruciale du mois sur le fait que l'essence était à 4 dollars. Donc voilà, je sais qu'on parle beaucoup des marchés, mais il y a aussi cet indice qu'il faut surveiller. Je vous ai toujours expliqué que pour les Américains, il y a 2 indices qui vous permettent de mesurer la bonne santé économique d'un pays ou pas. Ce n'est pas les chiffres du chômage, parce que ce n'est pas forcément concret, du moins jusqu'au moment où ils deviennent suffisamment importants pour toucher du monde. Ce sont les prix de l'essence et les indices boursiers. Ce sont vraiment les 2 choses les plus importantes pour le consommateur américain. Et là pensez, encore une fois, quand on parle de cette moyenne qui s'approche vraiment à quelques centimes des 4 dollars, il y a déjà 10 États où on paye presque 6 dollars en moyenne par gallon.
ça commence à faire vraiment beaucoup. Et ce qui est fou aussi en termes d'effet, c'est que oui, on parle de l'effet de la moyenne nationale, mais quand vous allez sur les réseaux sociaux, on vous montre déjà, en plus, il y a certaines stations de service qui coûtent plus cher que d'autres. On voit très souvent des photos des gens qui disent, mais regardez, j'ai payé presque 7 dollars, j'ai payé plus de 6,50 $. Ce sont vraiment des chiffres qui commencent à être, on ne peut pas les échapper. Donc voilà, donc gardez-le en tête, c'est extrêmement important. Vous avez l'effet sur le prix de l'essence. Première étape de la déclaration de Donald Trump. La deuxième, c'est évidemment la réaction des marchés. Donc on a vu tout à l'heure ce qu'expliquait le New York Times, mais regardons en courbe ce que ça peut dire, hein. L'effet de la déclaration de Donald Trump, vous voyez que le S&P 500 a ce gain de 150 points. Regardez cette bougie verte, cette augmentation qui est assez énorme, et cette conclusion en disant que les marchés viennent de commencer à intégrer dans leur prix, dans leurs calculs, dans leur mouvement, la fin de la guerre en Iran. Ça, c'est la première réaction. C'est spectaculaire. Ça, c'est ce que Trump veut. C'est exactement ça. C'est ce que Trump veut. On va voir la réaction des marchés lorsque l'Iran dit non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donald Trump vous a encore menti. Et là, on voit que d'un coup, ça se baisse et on vous parle, on dit, voilà, après que Donald Trump ait tweeté, les marchés américains ont pris 2 trillions de dollars en valeur. Regardez le market cap, comment il a explosé. Mais ils en ont perdu déjà la moitié après le fait que du côté du ministre des Affaires étrangères, on vous a passé le communiqué en expliquant ce n'est pas vrai. Donc ça, c'est pour la courbe des marchés. Mais ça devient encore plus fou quand on regarde cette espèce de chronologie des marchés de cette journée. Vous allez voir, parce qu'évidemment, ça va poser des tas de questions. On a toujours donc cette chronologie qui explique que c'est complètement fou. C'est complètement fou. Donc, minute par minute, la déclaration de Trump à 7h04 en disant voilà, il y a des discussions productives. À 7h10, la montée du S&P 500. 27 minutes plus tard, du côté des Iraniens, on dit que c'est faux. On ne s'est même pas parlé. On ne s'est même pas parlé. Du coup, chute du S&P 500 et résultat, un swing en 56 minutes. Moins d'une heure. En moins d'une heure, un swing de 3 trillions de dollars. Alors, soyons clairs. Sur les marchés, vous avez 2 manières de vous enrichir. En pariant la hausse et en pariant la baisse. Et souvent, les mêmes personnes parient la hausse et parient la baisse. C'est-à-dire que des personnes qui ont pu s'enrichir parce qu'ils étaient sur le premier coup, ils étaient là par hasard ou parce que peut-être il y a eu un délit d'initié, ce sont peut-être les mêmes personnes qui ont vendu au bon moment parce qu'ils savaient qu'il y allait avoir un communiqué annonçant que c'était faux et qui donc ont gagné 2 fois. Hein, vous ne gagnez pas de l'argent à la bourse uniquement lorsque la bourse va bien. Lorsque la bourse va bien. Donc, tout ça, ça nous amène à ce que, ironiquement, au-delà de ces mouvements, ce swing de 3 trillions de dollars en 56 minutes, au-delà du swing, ce qui intéresse aussi forcément, c'est les positions qui ont été prises juste avant l'annonce de Donald Trump. Juste avant. Parce qu'il y a eu un mouvement de marché, on va être surpris, sur le S&P 500, juste avant l'annonce de Donald Trump. Et quand je vous dis juste avant, genre 10 minutes avant. Et c'est ce que The Consigliere appelle la meilleure... timed trade. Ouais, la meilleure... La meilleure position de 2026, celle qui a été faite avec le meilleur timing. Donc, on nous raconte que, regardez,
regardez, à 6h50, il y a un achat qui arrive sur la S&P 500, sur les futures, de 1,5 milliard de dollars. Donc comprenez bien, c'est pas vous derrière votre ordinateur. C'est pas un petit joueur qui se dit je commence ma semaine. Non. Ce sont des gens qui sont déjà des milliardaires, qui par exemple, vont venir financer un candidat. Ça peut être les fils d'un candidat qui ont accès à ce genre de mouvement. Donc vous avez ce 1,5 milliard, 14 minutes plus tard, cet achat soudain de 1,5 milliard, vous avez 14 minutes plus tard, Donald Trump qui fait son annonce. Et résultat, ça veut dire quoi? Que cette position, qui est une position de papier, d'accord, ces achats de 1,5 milliard de dollars ont rapporté en 14 minutes 60 millions de dollars en bénéfice. Hein, c'est ce qui reste dans les poches. Oui, Cody. C'est quasiment 4,3 millions de dollars par minute. Oui. Pensez à ça. Pensez à ça quand on vous dit qu'au Nevada, on peut vous payer 8 dollars à 25 l'heure. Et quand on dit que ça suffit pour vivre. Non, mais c'est fou. En plus, c'est quelque chose qu'on a vu plusieurs fois maintenant avec la bourse, le crypto. On s'en cache pas du côté Trump et alliés Trump parce que voilà. Et là, c'est encore un exemple. Ça fait des semaines qu'on vous le dit maintenant et j'espère que vous gardez ce genre d'histoire en tête quand Trump publie ce genre de Truth Social les vendredis après-midi, les lundis matins en vous disant une chose et que résultat, on voit ce genre de manipulation du marché. N'oubliez pas ça, même si après, sans te lancer, même si après sur les plateaux français, on vous explique « Ah, c'est la fin de la guerre » non, n'oubliez pas ce genre d'histoire. Ouais, il y en a un qui n'oublie pas. Et puis, de temps en temps, il est dans le chat. En plus, c'est notre ami Bluetooth qui suit ça avec énormément d'intérêt. Et je vais vous mettre un de ses tweets. Je vous invite à aller suivre son compte sur X. Et donc, c'est une réaction à un tweet qui reprend en gros les informations que je vous ai mis en avant, pas que sur le S&P 500, parce que vous avez eu exactement avec le même timing, les mêmes mouvements, surtout y compris sur les futures, sur le prix du baril de pétrole. Donc il y a des gens qui ont anticipé à coût de dizaines de millions de dollars, presque 200 millions de dollars, ils ont anticipé la baisse du prix du baril 10 minutes avant que Trump fasse son annonce qui permette d'anticiper le prix du baril. Alors peut-être, avant de revenir sur le message de Bluetooth, peut-être que ces gens-là avaient vu passer ce nouvel index, parce que Trump est à l'origine d'un nouvel index qui vient d'être créé par la Deutsche Bank. Donc non. on est... Quoi? Ah non. Si, on est extrêmement sérieux, qui s'appelle le Pressure Index. Donc on voit que cet index permet d'anticiper les marchés boursiers par rapport aux déclarations politiques de Donald Trump. Ça mélange, regardez, c'est complètement fou, ça mélange à la fois la cote de popularité de Donald Trump, ça mélange les indices boursiers et ça met l'alerte lorsque le marché va être en régime et va arriver à un moment où c'est problématique pour l'économie du pays. On va voir ce que ça donne et la déclaration de Trump, elle arrive, donc on voit que à chaque fois que le marché a eu un coup de chaud aux États-Unis, c'est lié à des déclarations politiques de Donald Trump. Et là, d'après Deutsche Bank, ce matin, avant que Trump marche, on arrivait à un moment record qui était dangereux pour les économies mondiales. Et donc, il fallait vraiment le baisser. Donc, il y a ça, mais dans tous les cas, comme le dit Bluetooth, comme le dit dans tous ces messages qu'on vous a vus, il y a des personnes qui ont profité de cette situation-là. Et donc, évidemment, Bluetooth écrit que les family and friends, ce qui est un terme en plus d'investisseurs, donc la famille et les amis de Donald Trump, Trump lui-même, c'est de la kleptocratie
kleptocratie à ciel ouvert. Et il dit cette phrase-là qui est extrêmement importante en disant « Je ne comprends même pas pourquoi il y a encore des gens qui veulent jouer dans son casino. » On va revenir sur le casino, mais d'abord, je voudrais revenir sur à ciel ouvert. Et Thomas, on vient d'en parler. Parce que le plus troublant dans tout ça, c'est que on ne s'en cache pas. D'habitude, le délit d'initié, c'est le secret absolu qui est dévoilé au terme d'une enquête menée par des journalistes d'investigation ou par l'organisme qui est en charge de tout ça, la SEC. Et justement, Bluetooth a fait un deuxième tweet où il a fait la liste de toutes ces personnes qui étaient en charge, de tous ces gendarmes financiers qui étaient en charge de faire tout ça et qui ont tous été virés par Donald Trump. Il n'y a plus personne aux commandes de cet avion-là au niveau de la bourse américaine pour tirer la sonnette d'alarme. Mais c'est pire que ça. C'est pas simplement on vire les personnes qui surveillent. C'est vraiment cette dimension, on ne se cache pas. Et le meilleur exemple de tout ça, c'est lorsqu'on va écouter certains républicains. C'est très rare, mais par moment, on leur pose la question, on dit, mais là, la famille de Donald Trump vient de s'enrichir de 800 millions de dollars. 800 millions de dollars. Est-ce que c'est normal ? Allez, on va aller écouter les réponses et on va commencer par qui ? On va commencer par Comer, parce que Comer, justement, c'est le patron du Oversight Committee. Ouais. Donc, son travail, c'est justement d'enquêter sur la corruption, de surveiller tout ça. D'ailleurs, il a fait ça non-stop pendant 2 ans lorsque Joe Biden était président pour venir nous expliquer que la famille Biden, Hunter et Joe Biden, profitaient des réseaux politiques et venaient s'enrichir la Chine, l'Ukraine, etc., etc. Bon, malheureusement, au bout de 2 ans, il y a eu l'élection. Non, il est toujours au pouvoir. Parce que j'attends toujours les véritables conclusions de cette enquête. Parce que cette enquête, évidemment, n'a rien donné. C'était juste non seulement une idée pour venir handicaper le candidat Biden en disant c'est un candidat corrompu. Et aujourd'hui, vous allez l'entendre, réutiliser cette excuse-là pour dire non mais regardez, ouais ok, du côté de Trump, au moins on s'en cache pas. On prend 800 millions de dollars, mais au moins on s'en cache pas. C'est pas le cas de Hunter Biden. Exactement. Vas-y, Daisy, la raison. Today on the Trump family's crypto ventures. Based on the family's own financial disclosures, Reuters found the Trump organization's income from the first half of this year shot from $51 million to $864 million. About $800 million of that is from crypto. And the story details how most of the buyers are foreign investors and how all this money is going to belong to Trump when he leaves office. Is this something that you're going to look into at all? Well, it's something that we are, like you, reading about this. We're trying to digest it. The difference between the way the Trump family is operating and the Biden family is they're admitting they're doing this. The president campaigned as a business guy. I'm not defending the policy. I think there needs to be ethics reforms, and I had a bill that Jamie Raskin killed last year. C'était il y a 1 an, et il nous promettait qu'il allait digérer ces informations-là. Mais la différence entre le président et Biden, c'est qu'on ne s'en coche pas. Donald Trump a fait sa campagne en étant un homme d'affaires, donc c'est normal que maintenant qu'il soit président, il continue à faire des affaires. Il n'y a pas de délit d'initié si ce n'est plus un délit d'être initié, forcément. C'est intéressant comme concept. Mais c'est pas le seul. C'est vraiment imaginer appliquer ça à plein d'autres carrières. Non, je ne suis pas un tueur parce qu'en fait, j'ai annoncé que j'allais tuer. Donc, excusez-moi. C'est exactement ça. Il y a une autre solution qui est la solution dite du Little Johnson. La solution... la solution de Mike Johnson qui, lui, non seulement, il n'est pas au courant, il n'a pas le temps. Jamais. On va voir 2 interviews, 2 déclarations de Mike Johnson avec 1 mois d'écart, donc sur la même question, sur ces cryptos, et cet enrichissement de au moins 800 millions de dollars de la part de la famille Trump. Dans la réalité,
c'est plus du double. Ouais, ça a été prouvé ensuite. Et non seulement il n'est pas au courant, il n'est jamais au courant, mais quand même, il est suffisamment au courant pour dire mais oui, mais on s'en cache pas. Et les Biden, c'était bien pire. Vas-y, Thomas. Today, and the Trump family. Speaker, you were very critical of President Biden and his family's foreign business dealings. You supported an impeachment inquiry as a result of it. Are you equally concerned about President Trump's family's business dealings, especially given the fact that he is in a region now where his family has billions of dollars of investments in Doha and Saudi Arabia, and the fact that he has a crypto business now where he's auctioned off access to the White House for the highest bidder in his meme? Look, there are authorities that police executive branch ethics rules. I'm not an expert in that. My expertise is here in the House, okay? I'll say that the reason many people refer to the Bidens as the Biden crime family is because they were doing all this stuff behind curtains, but in the back rooms. They were trying to conceal it, and they repeatedly lied about it, and they set up shell companies, and the family was all engaged in getting all on the dole. Whatever the President Trump is doing is out in the open. They're not trying to conceal anything. Mr. Speaker, the investment in the meme coin, those folks are not transparent. We do not know who those people are. I don't know anything about the meme coin thing. I don't know. I can just tell you that, I mean, President Trump has had nothing to hide. He's very upfront about it, and there are people who watch all the ethics of that. But I mean, I've got to be concerned with running the House of Representatives, and that's what I do. Voilà. C'est assez extraordinaire. Déjà, on voit que la question commence en lui parlant des investissements faits par ces fameux pays aujourd'hui qui demandent à avoir leur sécurité au retour, Doha, le Qatar, Dubaï, etc., etc. Il n'en parle absolument pas. Hein. Non. Il n'en parle absolument pas. Tout de suite, il pivote sur la crime. La crime Biden. Biden crime family, ouais. Exactement, la famille criminelle des Biden, hein, qui faisait ça de manière cachée. Là, non, tout est public. Donald Trump ne s'en cache absolument pas. Et quand le journaliste dit, mais oui, non, par rapport à la crypto, oui, là, il s'en cache. Il dit, non, mais de toute façon, je ne suis pas au courant. Je suis pas au courant. Et un mois après, on va voir, il n'était toujours pas au courant. Vas-y, Thomas. I want to ask you about something else. President Trump held a closed-door event Thursday night for top investors in his private cryptocurrency. We do not know who was there. The list has not been released. We do not know how much of the money came from outside the country. The president has, of course, a huge role to play when it comes to regulating crypto. I really have a difficult time imagining that if this was a Democratic president doing the exact same thing, you wouldn't be outraged. Well, look, I don't know anything about the dinner. I was a little busy this past week, as you know, getting the reconciliation package over the line. And so I'm not going to comment on something I haven't even heard about. I'm not sure who was there or what the purpose was. But I'll say this. President Trump is very active. He's very engaged. He's the greatest deal maker, one of the greatest deal makers of all time. He is working on these trade imbalances that we've had and having tremendous success. We've got over 75 countries now renegotiating their trade agreements with America. It's going to make it better for all of us, everybody in the country. And he is encouraging new technologies, crypto, and the advanced... Voilà, je suis pas au courant, mais de toute manière, Donald Trump, il fait des trades extraordinaires. C'est le plus grand deal maker de l'histoire et que donc, bon, voilà. On peut pas s'attendre à autre chose. Bah non, voilà. Normal. Donc, évidemment, c'est pour revenir sur le message, ta remarque et le message de Bluetooth tout à l'heure. C'est ce qui est peut-être le plus choquant, c'est qu'on est en train d'assister à un cambriolage, hein, sans, tu le disais pendant qu'on regardait la vidéo, sans port du masque pour le coup, hein, donc un cambriolage en permanence avec ces manipulations, ces déclarations. Et on l'a vu, là c'est terrible parce qu'on parle d'une guerre, mais Cody le rappelle souvent comment ça avait été le cas le jour de Liberation Day. Oui, c'était ce jour où on a vu la bourse s'effondre comme on n'avait pas vu depuis vraiment longtemps. Et beaucoup d'Américains, leur retraite est liée à la bourse. Et donc, c'est une journée où quasiment tout le monde a perdu leur retraite. Et Trump était dans le bureau ovale avec tous ses amis. Il était là à les féliciter en disant « Ah, lui, il est vraiment intelligent. Lui, il a gagné X centaines de millions. Lui, c'était $1 milliard. » Et il faisait le tour de ses amis comme ça en disant « Ah, vous êtes tellement beau, vous êtes tellement intelligent, vous êtes tellement plus riche. » Et c'était fou de voir ça et que personne n'a réagi.
Ouais, et donc on ne s'en cache plus, c'était le premier aspect. Et puis le deuxième qui m'a fait sourire, parce que je me suis dit, bah ouais, il a complètement raison, c'est Bluetooth qui se demandait, mais pourquoi les personnes continuent à aller parier dans le casino de Donald Trump, qui est son marché américain, où il décide qui gagne, qui perd, et à la fin, c'est toujours la maison, the house, qui gagne. Et là, je me suis dit, ah ouais, non, mais en fait, non, parce que le problème, c'est que tout ce que touche Trump meurt. Et du coup, je me suis dit, tiens, on va faire une petite parenthèse, très brève, mais justement, on va débuter par un des meilleurs titres de presse dont je me souvenais. J'ai passé énormément de temps à aller le retrouver, parce que c'était celui qui annonçait la fermeture du Trump Taj Mahal du côté de l'Atlantic City. Et ce titre était génial parce qu'il reprenait le Trump lui-même, qui terminait très souvent ses tweets par du sad. Triste. Donc voilà, petit retour du côté d'Atlantic City. On a des photos d'inauguration du Taj Mahal, donc le casino de Donald Trump, parce que les casinos gagnent toujours, sauf lorsque c'est Donald Trump qui s'en occupe. Donc quand Bluetooth est venu nous expliquer que la bourse américaine aujourd'hui, c'était le casino de Donald Trump, je ne sais pas si ça m'a complètement rassuré, hein. Mais il n'a pas tort. Il n'a pas tort. C'est lui le maître de cérémonie. C'est lui qui a sa lanterne magique et qui fait ce qu'il veut sur les marchés. C'est ce côté-là. C'est ce côté-là. Très bien vu. Et évidemment, cette inauguration des casinos, regardez du côté d'Atlantic City, c'est quand même terminé par une des photos pour moi les plus fortes, qui montre justement où va Donald, non pas celle-là, où va l'économie américaine. C'est que ça s'est terminé par une liquidation. Et regardez, hein, c'est le même endroit que la photo tout à l'heure lorsque Trump a inauguré. Hop, regardez cette affiche pour expliquer que c'est la vente et que donc on est obligé, pour payer les dettes, de vendre tout le matériel à l'intérieur des meubles, exactement, des chambres d'hôtel, en nous expliquant, regardez, il y a 1250 chambres, et donc vous pouvez venir acheter. Alors il y a beaucoup de monde qui est allé pour acheter des souvenirs, donc de récupérer quelque chose, les draps qui sont marqués Trump, Taj Mahal, etc., etc. Mais cette liquidation sale, pour moi, ça a un côté symbolique. C'est que Donald Trump a récupéré quelque chose qui ne perd jamais. Il en a fait perdre, il a été obligé de vendre. On est venu vendre vraiment tous les trésors de la couronne du Taj Mahal. Et puis, ça s'est terminé quand je vous dis que tout ce que touche Trump meurt. Thomas, montre-nous les images de la manière dont tout ça s'est terminé en 2022, je pense. Vas-y, Thomas. I want to ask you about something. Ouais, alors j'espère que tout ça, évidemment, ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas la démocratie américaine, ce n'est pas le monde, hein, ce symbole de cette tour Trump, on a enlevé le nom d'abord, cette tour Trump qui s'effondre, avec, regardez, les personnes qui sont devant, hein, qui sont venus célébrer. Il y avait des bus qui venaient depuis New York pour venir célébrer la chute de Trump. Il y avait évidemment énormément d'employés de compagnies qui avaient fourni des travaux, du matériel, et qui n'ont jamais été payés, parce que la réalité de la faillite de Trump Atlantic City, ce sont des millions de dollars de factures impayées, et donc qui étaient venus célébrer la chute de Donald Trump. Donc encore une fois, j'espère que ces images, oui, c'est MAGA.
oui, c'est le système Trump, mais que non, ça ne sera pas ni la bourse américaine, ni la démocratie américaine, ni le reste du monde. Mais quand Bluetooth, j'ai pensé tout de suite, quand il a dit, voilà, on est dans cette espèce de casino, et pourquoi on va continuer à parier dedans, vous voyez comment le précédent casino a terminé. Alors, ce qui est rassurant, c'est qu'on se rend compte que certaines personnes qui ne sont pas forcément abonnées à la chute commencent à comprendre ce qui est en train de se passer. Et donc, on commence à faire des calculs. Et donc, on se dit, ah, mais oui, mais attendez, dans 5 jours, mais c'est quand les marchés pétroliers vont fermer. Donc, ça va permettre à Trump de se dire, à partir de là, je peux escalader, passer à la prochaine étape, parce que il y aura la bourse qui est fermée pendant 2 jours. Donc, il n'y aura pas Et en même temps, il y aura les pas non soldats seulement... qui arrivent. Ouais, Ouais. on commence à vraiment mettre les pièces du puzzle ensemble. On commence à mettre les pièces du puzzle ensemble. Mais j'ai 2 pièces de ce puzzle qui sont encore plus importantes à vous mettre en avant, qui démontrent devant nos yeux, on est toujours dans cet esprit que Trump ne se cache pas, que Trump a fait cette déclaration, même si derrière il y a un soupçon de vérité, d'abord pour manipuler les marchés. J'ai la preuve absolue. Je vous en parle tout de suite après.